Bonsoir et merci de nous rejoindre en cette fin de semaine pour parler de l'actualité mosellane. Nous sommes le vendredi 24 février, un an auparavant démarré le conflit en Ukraine avec l'invasion russe. Ce soir, nous reviendrons largement sur la mobilisation et l'élan de solidarité en Moselle. Voici les titres du jour. Qui aurait pu imaginer que ce 24 février 2022 allait changer la face de l'Ukraine, de l'Europe et même du monde? Une paix ébranlée et un élan de solidarité jusqu'en Moselle. Collecte, dont le département est devenu une véritable terre d'accueil. Un an après, nous revenons dans cette édition sur ces initiatives, mais aussi sur l'intégration socio-professionnelle des Ukrainiens et l'apprentissage du français, entre autres. Et en deuxième partie d'émission, nous partirons à la découverte de 3 animaux mosellans bien différents, mais tous mis à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture. À quelques heures du départ, ils se sont prêtés au jeu des caméras. Un point météo maintenant. Samedi, le temps sera sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies du matin au soir. Les températures, quant à elles, vont chuter de -1 degré au réveil à 8 degrés au maximum. Et on le disait, une année de conflit entre la Russie et l'Ukraine, une Moselle mobilisée. Nous allons en reparler également avec notre invité de ce soir qui nous rejoindra dans quelques minutes. Il s'agit de Raphaël Pitti, médecin de guerre et conseiller municipal à Metz. Place à l'actualité. Parmi les premiers à s'être mobilisés pour aider le peuple ukrainien, on compte bien sûr les Mosellans, les citoyens mosellans et les collectivités, mais aussi Thierry Schidler, PDG de la société de transport. Dès le premier week-end de mars 2022, il décide d'affréter 4 autocars en direction de la Pologne, remplis de matériel et de produits de première nécessité. Au retour vers Metz, ces cars sont remplis de réfugiés ukrainiens, un sacré défi sur lequel revient le gérant. En mars dernier, les autocars Schindler se sont rendus et sont venus en aide aux Ukrainiens fuyant la guerre. Direction la Pologne avec pas moins de 40 heures de trajet et 3000 km aller-retour. Quasiment un an après cette initiative, Thierry Schindler est revenu avec émotion sur ce qu'il considère comme étant un pari fou, mais également l'expérience d'une vie. La ville de Metz a fait ce qu'il fallait donc pour réunir la marchandise et on a chargé les autocars, 4 autocars et 2 remorques qui étaient chargées à toc, 150 mètres cubes de marchandises qu'on a livrées là-bas. Et puis le pari un peu fou, c'était de dire on va arriver là-bas le matin et on va essayer de faire venir du monde dans nos autocars pour les ramener à Metz. Depuis, on a fait des opérations avec des mini-cars de 9 places qu'on a surtout remplis, encore une fois, à l'aller avec des médicaments. Parce qu'il fallait davantage cibler ce qu'on devait ramener aux gens. Au début, c'était un peu vide-grenier et à la fin, c'était beaucoup plus précis. Donc, encore de belles opérations. Et après, d'autres associations ou d'autres communes, d'autres autocaristes d'ailleurs aussi ont fait ce même travail pour venir en aide aux Ukrainiens. C'était absolument nécessaire. Les produits manquaient et les gens avaient besoin d'un appui extérieur pour la marchandise qui était de première nécessité. Ceux qui ne pouvaient pas partir avec nous ont encouragé ceux qui partaient. C'était vraiment une belle opération qui nous a séduits et pour laquelle beaucoup de conducteurs seraient prêts à recommencer. Moi-même, j'ai toujours dit que si une opération était maintenant structurée et pouvait encore une fois avoir lieu, je serais volontaire pour envoyer des cars encore. De son côté, l'association Échange Lorraine-Ukraine s'est fortement mobilisée. D'après le bilan 2022, 21 camions de matériel de première nécessité ont été acheminés. 174 800 € de dons ont été récoltés, en plus des recettes de diverses actions bénévoles qui ont permis de fournir à la population du matériel de protection et médical. 66 sacs médicaux d'un total de 69 000 € ont été envoyés aux médecins sur place. D'ailleurs, l'association organise un nouvel événement. Ça sera ce samedi 25 février. Un rassemblement et une performance artistique sont prévus à la gare de Metz dès 15 h, en soutien au peuple ukrainien toujours. Et puis vous l'avez compris, le conflit est encore loin d'être réglé. Et pour ces milliers de réfugiés, que faire? Les héberger, tant bien que mal, les accompagner au quotidien. Mais pas seulement. Certains d'entre eux ont voulu s'intégrer et tenter de retrouver une vie normale grâce au travail, comme ces 2 Ukrainiennes que vous allez découvrir dans ce reportage. Il y a un an, Tatiana quittait l'Ukraine pour travailler dans ce salon de coiffure messin. J'ai décidé de trouver un travail parce que c'est nécessaire pour moi, pour me sentir vivante.
Aujourd'hui, l'Ukrainienne a toujours un peigne en main, mais son quotidien a évolué. Je peux communiquer avec des Français tous les jours. J'ai appris à utiliser des nouvelles techniques de coloration, comme des balayages californiens. J'ai aussi appris à connaître des nouvelles marques de produits français. En Ukraine, on n'a pas autant. C'est nouveau pour moi et vraiment intéressant. En voyant sa ville d'origine, Mariupol, réduite en ruines, la jeune femme compte pour le moment rester en France. Nouveaux amis, nouvel appartement, nouveau collège pour son fils. La coiffeuse semble avoir trouvé sa place. Cette année n'a pas été facile pour moi, mais je suis sur le chemin de l'intégration. J'essaye de vivre ma vie chaque jour, chaque heure, et de profiter de ma vie. Profiter de la vie. Une phrase qui résonne aussi dans la tête d'Oksana, arrivée en France en mars dernier. Je ne peux pas l'expliquer car c'est un sentiment étrange, mais maintenant je suis heureuse car j'ai un travail en France. Manageuse d'une brigade de 40 personnes en Ukraine, elle s'occupe désormais de la mise en place et de la préparation des boissons dans ce restaurant de Cirque-les-Bains depuis septembre dernier. En France, c'est quelque chose de spécial de travailler dans un restaurant. Car ici, on ne travaille pas toute la journée, il y a des coupures. Si ces deux femmes ont eu la chance de trouver du travail dans leur branche, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Ukrainiens réfugiés en Moselle. Selon la préfecture de la Moselle, depuis mars 2022, 1172 autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à des réfugiés ukrainiens. Depuis début 2023, près de 800 personnes sont hébergées au sein des dispositifs de l'État. Près de 400 élèves sont scolarisés dans le département et plus de 200 personnes sont inscrites à Pôle emploi. Et pour s'intégrer encore plus, quoi de mieux qu'apprendre la langue française? Dans le quartier de la Patrotte, l'association Échange Lorraine-Ukraine propose chaque semaine des après-midi jeux de société pour permettre aux enfants ukrainiens de se retrouver et d'améliorer leur pratique du français. Idem pour les adultes qui bénéficient de cours selon leur niveau dispensés par les bénévoles. C'est un reportage de Colline Lexpert et Lucie Philippot. Vous vivez dans un village d'une vallée de l'Ukraine au Moyen-Âge. Cet après-midi, c'était jeu de rôle au centre ukrainien, une façon de permettre aux enfants de se retrouver et de s'amuser. Il y a des enfants qui peuvent aller de 8 ans jusqu'à des adolescents de 16-17 ans. Le but pédagogique, c'est effectivement un peu d'apprentissage, avec du vocabulaire qui va être traduit sur des tuiles que j'ai réalisées. Et puis il y a aussi une vocation purement ludique, on est là pour s'amuser, pour se détendre. Et aujourd'hui, le chapeauté s'est particulièrement pris au jeu. Les mamans présentes sont aussi de la partie, une façon ludique d'apprendre le français. C'est très intéressant pour les enfants qui habitent à Metz maintenant. Moi aussi, je jouais chaque fois parce que j'aime jouer à société. En période de vacances, le nombre d'enfants aux ateliers est moindre. Mais pour Victoria, ukrainienne installée en France depuis 8 ans, bénévole à l'association Échange Lorraine-Ukraine, cette initiative est importante pour le moral des enfants qui ont dû fuir la guerre. Il y a plein d'enfants qui s'adaptent très bien, qui parlent déjà très bien français, mais il y a des autres pour qui psychologiquement c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'on essaie d'aider comme c'est possible. Et les cours ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. Les adultes peuvent aussi s'exercer. Ce groupe d'Ukrainiennes écoute Jean-Paul avec attention. Il est bénévole, lui aussi, dans l'association. Là, quand ces dames parlent très bien français, il faut trouver des pièges, il faut trouver des choses intéressantes à leur demander pour qu'elles enregistrent. Voilà. C'est pour ça que je me creuse la tête à faire des choses un peu bizarres. Lire et surtout comprendre, c'est ce qu'essayent de faire ces femmes au quotidien, toutes arrivées il y a 1 an en France. C'est un peu difficile dans les pharmacies parce que c'est très spécial, très spécial technique, oui, mais quand je juste arrive, c'était très difficile. Pas personne parle anglais, c'était terrible. L'association espère maintenir ces ateliers régulièrement pour accompagner et inclure enfants et adultes
et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent retourner en Ukraine. Même si la mobilisation n'est plus la même qu'au début du conflit, la solidarité continue bel et bien en Moselle, à l'image de Solidarcat à Cattenom. Depuis son ouverture le 5 mars dernier, le dépôt logistique continue de collecter des dons pour les acheminer en Ukraine. Regardez. Elles sont plus lourdes, là. C'est peut-être des chaussures, alors. Livraison exceptionnelle, Solidarcat Ukraine vient de recevoir 21 palettes de marchandises de la part d'une entreprise lilloise. Ça me fait énormément plaisir de voir qu'un an après, les gens sont toujours mobilisés pour la cause ukrainienne. Chaque samedi, là vous avez un carton qui est spécifique pour les soldats. Une vingtaine de bénévoles et Ukrainiens travaillent main dans la main. Ils collectent et trient les dons des entreprises, des écoles et des particuliers. Il y a toujours énormément de dons de vêtements. Actuellement, beaucoup de vêtements chauds, de couvertures, mais on remarque qu'il y a une baisse de dons de produits d'hygiène et de produits alimentaires. Parce qu'en fait, les soldats ont énormément besoin de produits style céréales, soupe en paquet. Et là, on se rend compte qu'il y a moins de collectes d'organiser. Donc, les particuliers nous ramènent moins de produits d'hygiène et de produits alimentaires, alors que c'est essentiel. Depuis son ouverture le 5 mars dernier, cet hangar de 400 mètres carrés, prêté par la ville, ne désemplit pas. On a eu des dons qui ont influé beaucoup jusqu'au mois de juin. Juillet, août, septembre, les gens ont pris des vacances et après cette longue période de Covid, ça peut s'expliquer. Et on a revu un engouement énorme depuis le mois de novembre. Décembre, ce hangar-là, fin décembre, il était complètement vide. Et voilà, au bout de 2 mois, il est à nouveau rempli. On est toujours surpris par l'engouement. Donc tous nos dons sont envoyés à Roust, c'est avec la frontière roumaine. Et nous, ça nous permet d'envoyer un peu partout sur toute l'Ukraine. En seulement un an, plus de 180 tonnes de marchandises ont été acheminées vers l'Ukraine. Et c'est le moment de donner la parole à notre invité du jour, Raphaël Pitti, spécialiste en médecine de guerre. Raphaël Pitti, bonsoir. Bonsoir. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous avez été très présent. Il faut dire que vous n'avez jamais hésité à aller sur ce type de problématique dans le monde. Vous êtes allé sur place à plusieurs reprises. Aujourd'hui, quelle est la situation qu'on peut dresser à l'est de l'Ukraine ? Alors, on est véritablement dans une zone de guerre et de violence qui se poursuit de manière importante. Il y a des difficultés même pour l'armée ukrainienne à résister à la pression russe de plus en plus, avec des pertes de terrain. Et donc on est vraiment sur une ligne tout à fait qui va de Kharkiv, Dniepro, Mykolaiv, etc. On a cette ligne-là. Et on est sur une guerre de position. En même temps, on se bat sur une position. Ce qui correspond à 20% du territoire ukrainien. Le reste du pays vit, alors que je ne vous choque pas, quasi normalement. Kharkiv, c'est la guerre, bien évidemment. La ville est déserte, il fait froid en même temps, pas d'électricité ou très peu, par quartier, etc. Ça, c'est vrai. Et vous avez des espèces d'oasis de vie qui permettent à la population de se retrouver. C'est ainsi que j'ai été étonné, j'étais dans un supermarché qui était parfaitement bien achalandé. Pas d'électricité, mais il y avait des groupes électrogènes dans tous les magasins. Il était totalement décoré pour les fêtes de fin d'année, là. Et les gens de Kharkiv faisaient leurs courses. Dans le sous-sol, la chorale de l'opéra de Kharkiv donnait un concert dans les sous-sols, dans le parking du centre. Il y a vraiment une grande disparité qui se ressent. Ça permet d'avoir un lieu de vie. Quand vous sortez, bien évidemment, tout est désert. Il fait froid, tout est désert, très peu de véhicules, etc. Mais il y a des lieux de vie où se concentre la vie, là, en quelque sorte. Alors, quand vous étiez sur place en Ukraine, vous étiez notamment aux côtés d'équipes médicales pour former à la médecine de guerre. Combien de personnes ont été formées depuis l'ouverture du centre de formation ? Est-ce que vous savez ? 450 personnes, surtout à l'utilisation de ce qu'on appelle les échographes ultra-portables. Ce sont des échographes qui sont très petits. La technologie a évolué dans ce sens-là. Ça pèse à peu près 90 grammes et ça permet de faire un bilan lésionnel, surtout quand on n'a pas la radio ou le scanner. Et ça permet très vite de faire le bilan complet
complet d'une victime, surtout dans les périodes d'afflux. C'est ce qu'on appelle la fast échographie. Et nous avons formé et nous avons donné des appareils. Et maintenant, nous avons acquis environ 52 appareils. C'est environ 4 500 € un appareil. Et nous allons commencer à les distribuer dans les hôpitaux de l'Est du pays où ils en ont le plus besoin. Vous y retournez régulièrement dans ce centre de formation ? Oui, bien évidemment. Je suis en contact avec eux tous les jours par WhatsApp. Nous avons déjà mis un certain nombre de cours. Il y a le cours à l'échographie. Il y a le cours en partenariat avec le centre Pierre-Janet de Metz à la prise en charge du psychotraumatisme. Il y a le cours sur la chirurgie de guerre avec un agrégé du Val-de-Grâce avec qui nous avons monté ce cours et nous avons déjà formé 12 formateurs ukrainiens dont 6 militaires qui à leur tour vont former, puisque nous formons des formateurs qui forment à leur tour, bien évidemment. Et nous avons en projet une formation, bien évidemment, chimique, la prise en charge des victimes chimiques. Alors, dans différents reportages que nous avons diffusés, on ressent depuis le début de ce conflit un véritable élan de solidarité dès le début en Moselle. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet élan de solidarité, ce soutien ? Écoutez, ce soutien, je l'ai toujours ressenti depuis le début de la Syrie, en particulier vis-à-vis des populations qui sont en situation de souffrance. Il y a dans notre région, dans notre ville, un élan très très important de générosité vers les autres. Quand nous avions le camp de Blida, par exemple, eh bien, vous aviez beaucoup d'associations spontanées qui s'étaient créées pour leur apporter le petit déjeuner, pour distribuer des tentes, etc., avec énormément de courage. Quand il y a eu les réfugiés 2015-2016, il y a eu cet élan de solidarité. On s'est retrouvé avec des tonnes de vêtements dont on ne savait même plus quoi faire, etc. Il y a dans nos concitoyens, dans nos compatriotes et dans la ville de Metz en particulier, il y a cet élan de générosité. Mais une catastrophe en chasse une autre. Et regardez maintenant la guerre. Ce qui s'est passé avec les séismes, par exemple. Avec les séismes. Et voilà. Et maintenant, tout s'oriente vers, etc. L'Ukraine est un peu laissée de côté aussi. Et tout s'oriente vers la Turquie, vers la Syrie. Ce qui est normal, parce que je reviens de cette région. Les dons, justement, au départ, étaient des dons d'urgence. On donnait un petit peu ce qu'on pensait être le mieux, de première nécessité. Hors antenne, on en discutait. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Pour ce qui est de l'Ukraine ? Oui, absolument. L'Ukraine reçoit énormément d'aide sur le plan international, énormément, au point qu'il est bon maintenant de freiner. Et c'est un pays qui est souverain, qui a un gouvernement qui est en place, qui connaît parfaitement un peu quels sont ses besoins. Et la situation sur le plan militaire s'étant quelque peu, figée. Voilà, la guerre se trouve dans une zone particulière. Le reste du pays vit à peu près normalement avec les coupures d'électricité, etc. Mais si vous allez à Lviv, si vous allez à Kiev, si vous allez dans les grandes villes, la vie est à peu près normale, égrenée par les alertes de temps à autre, bien évidemment. Mais du même coup, le gouvernement ukrainien est totalement souverain et c'est exactement ce dont il a besoin. Et c'est bien de répondre à ça. Pour nous, par exemple, pour notre ONG, j'ai signé des conventions avec toutes les institutions qui ont en charge la sécurité et le secours des populations. Et je suis un de leurs partenaires dans la formation de leur personnel. Voilà. Et j'avais rendez-vous le 21 de ce mois avec le ministre de la Santé, justement pour confirmer ce partenariat dans la formation des personnels de santé. Malheureusement, il y a eu le tremblement de terre et j'ai annulé ce rendez-vous pour aller en Syrie. Pour terminer, avec votre expérience et avec votre regard là-dessus, comment vous voyez la suite de ce conflit ? Est-ce que cette suite est optimiste ou alors il va falloir s'armer de patience ? Écoutez, on peut penser qu'il va y avoir une contre-offensive. On peut le penser parce qu'ils sont en train de s'armer, ils se rapprochent des Chinois en termes de recherche d'armement, etc. La Russie, en tous les cas, fait cette démarche pour essayer de trouver des zones d'approvisionnement. Voilà. Et puis, il y a eu ces 300 000 hommes qui ont été mobilisés, qui sont en cours de formation. Et à un moment donné, ces 300 000 hommes vont devoir rester dans les casernes. C'est qu'ils envisagent bien de les utiliser. Donc, on risque de voir, peut-être au printemps, début du printemps, on risque de voir une contre-offensive assez importante dans l'idée de récupérer ces territoires. Mais ils n'iront pas jusqu'à Kiev, comme ils en avaient l'intention au début. Ils resteront sur ces zones, sur le Donbass, et ils essaieront de récupérer le Donbass.
Donc il faut continuer de soutenir le peuple ukrainien. Merci beaucoup d'avoir apporté votre expérience et vos ressentis sur ce plateau. À bientôt. À bientôt, merci. Et après ce focus sur les 1 an de la guerre, on va se concentrer sur le reste de l'actualité mosellane. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture officielle du Salon international de l'agriculture. Pour l'occasion, certaines exploitations du département auront l'honneur de présenter leurs bêtes. Mais avant d'embarquer direction Paris, il faut préparer les animaux. Rencontre avec 3 d'entre eux. Ces 3 bêtes mosellanes ont un point commun. Prochainement, elles se rendront toutes au Salon international de l'agriculture à Paris. À commencer par Nickel, un beau taureau de 5 ans et presque 1,5 tonne. Il se prépare à défiler jeudi prochain devant un jury. La règle générale, c'est quand le taureau arrive sur le ring, c'est la démarche sa démarche et l'allure avec laquelle il va se déplacer. Et donc bien souvent le juge il va rester sur cette image-là. Et après à nous de le mettre au plus en valeur. Donc ce sera de le tenir d'une certaine façon. Et puis garder un rythme on va dire assez soutenu. Et qu'il regarde souvent, c'est surtout ce qu'on appelle la ligne de dos, la rectitude. Et donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié quand on déplace les animaux sur le ring. Une opportunité immanquable pour ses propriétaires. Là on est tous contents d'y aller parce que c'est un peu la Champions League comme on dit. Hein. Là on est dans le dernier carré. De toute façon une place c'est la première. Après on espère y aller mais on sait très bien que c'est très compliqué. À Guéblin, cet éleveur aussi vise la première place. Avec son bélier de race, réputé pour sa laine, il prépare ce concours avec grande attention. Alors on a mis une toile sur la laine pour le protéger, pour pas qu'il ait de saleté. Et c'est celui qui aura la plus belle laine qui gagnera le concours. C'est toute une préparation. L'éleveur d'ovins doit aussi habituer l'animal à être attaché à une corde et à défiler correctement. Là, il est excité parce que forcément, il ne connaît pas tout ça, d'être attaché, tout ça. Mais une fois qu'ils seront là-haut, ils vont être apaisés, détendus parce que, à force de voir du monde, ils vont avoir l'habitude et c'est même que mieux pour eux. Après, ils sont plus dociles, quoi. La docilité, Claire la connaît bien. Avec Étole, son cheval de trait ardennais, ils seront jugés sur de nombreux aspects. On va les présenter tous les jours au salon et ensuite le mardi on a le concours des Ardennais. Donc là elle concourra, on fera donc un aller-retour au trot, un aller-retour au pas. On présentera aussi à l'arrêt pour étudier son modèle. En attendant le grand jour, Claire et Étole se préparent avant un départ prévu vendredi soir, tout comme le bélier. Nickel, lui, rejoindra la capitale mardi prochain. Pour la suite, faut-il, oui ou non, miser sur le nucléaire? Si le gouvernement a réaffirmé il y a quelques mois sa volonté de construire plusieurs nouveaux réacteurs, de nombreuses associations se mobilisent contre ces projets. À Metz, c'était le cas ce vendredi après-midi devant la gare. Les militants de Sortons du nucléaire se sont rassemblés pour manifester leur désaccord. Dans la soirée, l'association a poursuivi son action en diffusant un documentaire, Salle de l'Abbé Pierre, documentaire qui traite justement de la question des déchets nucléaire. Un peu de sport maintenant. Le FC Metz est sur le pré ce week-end pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Après 2 tristes matchs nuls à Caen puis à Dijon, le club mosellan. Et avant de se quitter, découvrons une fresque réalisée par des enfants pris en charge par le Centre départemental de l'enfance à Metz. Elle vient d'être inaugurée. Pour les responsables du site, cette création est le meilleur moyen de faire entrer la culture au sein du centre d'accueil et de séjour à l'occasion d'un projet nommé Graines de culture. Cette fresque est finalement un fil rouge dans le parcours de ces enfants, réalisé par 6 jeunes depuis 2 semaines avec l'artiste peintre Mathieu Gauthier. Son ambition est d'être le point de départ d'une programmation culturelle élargie, accompagnée par la Cité musicale. L'initiative a été parrainée par le fonds de Mathieu Barre à hauteur de 10 000 €. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction les réseaux sociaux et notre site internet www.moselle.tv. Pour la suite de votre programme, retrouvez Dragon Mag dans un instant, suivi du Club de la Presse dès 19 h où l'Ukraine sera bien évidemment évoquée par les chroniqueurs. Très belle soirée sur Moselle TV. Prenez soin de vous.